Allez, on revient avec nos chers invités pour la suite de notre émission, de votre émission. Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Joa Komi Talakei, le journaliste et également directeur de publication de Afrique Plume. Et l'homme politique Kouan Binafam, il est du FDR ou bien des FDR, Force démocratique pour la République. On était à Ouagadougou, au Burkina Faso, on parlait des assises nationales pour examiner l'avenir de la transition dans ce pays. Selon le président de la commission d'organisation, le colonel-major Célestin Campaoré, elles ont pour objectif d'examiner et adopter la charte de la transition, désigner un président de la transition qui est déjà fait conformément à la charte et recueillir toute proposition en vue de la bonne marche de cette transition. Alors le président, lui, il est déjà désigné. On a eu également des propositions, il faut le dire, comme Joa Talaki. Des propositions, il faut le préciser, mais qui n'ont pas, un tant soit peu, qui ne diffèrent pas carrément du MPSR R1, parce que ici, moi, ce que je déplore dans la charte, en parcourant toutes les lignes, c'est de voir que au sein même de ceux qui vont piloter le MPSR, il est précisé que seules 3 personnalités ne seront pas présentes, ne se présenteront pas à l'élection présidentielle, aux élections à venir. Y compris Ibrahim Traoré. Bien sûr, alors que ça devait être, ça devait balayer toutes les personnes qui sont incluses au niveau donc de la transition. Parce que vous savez, lorsque vous dirigez une transition, il faut il faut que dans votre idée, vous sachiez que vous êtes là juste pour un temps et que vous ne puissiez, parce que nous sommes en Afrique et nous savons concrètement comment ça se passe. Lorsque je sais que je suis ici pour un temps et que après je peux me représenter, je ferai de mon mieux pour que je puisse amasser tout ce que je peux pour ma prochaine candidature prochaine. Donc ici, la charte devait préciser que toutes les personnes incluses au niveau de la transition devaient être balayées comme l'Union africaine l'a exigé malheureusement au niveau du Tchad, pour dire que tous ceux qui font partie donc de la transition tchadienne ne doivent pas et ne devraient pas se présenter à l'élection présidentielle. Et donc je pense que c'est un peu cette faille-là qu'il faille relever ici selon mes parcours et mes lignes que j'ai lues. Alors d'autres choses sur les assises nationales. Bon, pour être honnête, je n'ai pas lu la charte, mais tout ce que je sais qu'il s'engage à respecter le calendrier prévu pour laisser le pouvoir aux civils. Espérons qu'il tienne promesse. Espérons qu'il tienne promesse. Et je voudrais ajouter par rapport à ce que M. Talake vient de dire, qu'en réalité, quand vous voulez gérer la transition, il faut être dans la position d'arbitre. C'est-à-dire, si vous êtes dans la position d'un commissaire au match, proche d'une équipe, ou bien d'un arbitre proche d'une équipe, ça faut déjà les donner. Si on donne la possibilité aux gens qui vont gérer, président à la transition, on donne la possibilité à certains de se représenter, c'est déjà un faux pas. Parce que le capitaine Traoré pourra avoir des préférences et de sa position de président de la transition, il pourra manipuler les choses dans le sens voulu par lui. C'est une crainte. Bon, ça n'est pas dit qu'il le fera, mais on espère qu'il ne le fasse pas. Alors, Germain Pouli, pour chuter avec le Burkina Faso, au regard de l'adhésion, on l'a vu tout à l'heure, permettez-moi de le dire, populaire, est-ce que selon vous, la CEDEAO va l'accepter, puisque la CEDEAO a déjà dit OK pour cette transition, surtout que Ibrahim Traoré veut respecter la durée de cette transition définie déjà par l'ancien chef poutiste? Non, je pense qu'au Burkina, le poutiste ou la junte n'est pas trop exigeante. Et avec Damiba, déjà, la CEDEAO n'a pas eu beaucoup de problèmes, comme avec la Guinée et le Mali. Et Damiba qui vient et qui promet rester dans le schéma, on espère bien qu'il va tenir parole et qu'il va rester dans ce schéma. Mais moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on donne l'impression que cette transition-là vient pour repositionner le pays sur tous les plans. Or, c'est un pays qui était déjà sur la voie démocratique.
Et qu'aujourd'hui, ce n'est que des questions sécuritaires qui ont fait chasser un président démocratiquement élu. La transition devrait s'occuper des questions sécuritaires pour lesquelles on a interrompu le processus démocratique. Ça doit être forcément le même cas pour le Mali aussi. Oui. Sauf que la Guinée n'est pas aussi touchée. On n'a pas besoin de faire autre chose. Vous dites, celui-là est incapable de régler les questions sécuritaires, on le chasse. Un autre plan, c'est pourquoi on a chassé le président et lui, il en est incapable, on le chasse. Vous qui venez, ne cherchez pas à faire autre chose. Organisez-vous avec l'armée, les forces de défense et de sécurité. Donnez-leur les moyens, donnez-leur la motivation, cherchez la collaboration des populations. Pourquoi même pas entrevoir peut-être une possible négociation avec les djihadistes? Trouver des moyens pour régler ce problème. Mais là, on va recommencer. On est en train de tout recommencer. Et une transition de 2 ans, pourquoi faire? En temps normal, quand il y a vacances du pouvoir, au bout de 6 ou 9 mois maximum, tout est fait. Tout est fait. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, on ne peut pas dire qu'en 2 ans, on va pouvoir l'achever. Donc, quand il est là, il s'occupe, il commence, et le président qui viendra va poursuivre dans cette logique-là. Et moi, je crains que ce soit un deuxième coup d'État inutile qui a eu lieu au Burkina, et que les objectifs pour lesquels il y a eu ces 2 coups d'État-là ne seront pas atteints, et que finalement ça va être un coup dur à la démocratie dans ce pays. On ne sait pas quelle sera l'issue de cette transition. Est-ce qu'elle va être heureuse comme celle qui a abouti à l'élection de Kaboré après le départ, la chute de Blaise Compaoré? On n'en sait rien. C'est une période d'incertitude qui s'ouvre au Burkina, aggravée par les questions d'insécurité, parce que là, même le pays les plus organisés, qui ont doté de leurs armées de plus de moyens, n'arrivent pas totalement à contrôler. Et quand vous créez déjà la scission dans l'armée, en faisant un coup d'État à quelqu'un que vous avez supporté pour faire un coup d'État, c'est que l'armée, selon pendant vous, est divisée. Toute votre transition, vous attendez aussi à ce que quelqu'un puisse vienne vous faire un coup d'État, et que c'est vraiment pas une ambiance qui peut faciliter l'atteinte de cet objectif-là. Vivement que le capitaine Ibrahim Traoré, qui suscite l'espoir de ceux-là qui étaient les mêmes aussi dans les rues quand Damiba avait pris le pouvoir, que cette fois-ci, que cet espoir-là ne soit pas douché, qu'il ne soit pas déçu. Allez, on quitte Ouagadougou au Burkina Faso pour Cotonou au Bénin suite au décès de 4 patients au service de réanimation, 2 agents de la division électricité du Centre national hospitalier universitaire et 2 électriciens de la société prestataire en charge de la gestion du générateur d'oxygène ont été placés en détention provisoire. C'était vendredi 14 octobre. Le drame serait survenu après une coupure d'électricité. Germain, on vous retrouve, drame du centre hospitalier. La sentence, on l'a vu. Oui, c'est vraiment grave. Vous savez, après ce qui s'est passé dans les hôpitaux au Sénégal, on en parlait il y a quelques mois. C'est aujourd'hui au Bénin, et c'est un peu la même situation dans plusieurs pays en Afrique. Il y a un petit désordre qui s'installe, qui donne l'impression qu'on joue avec la vie des populations. Vous amenez votre malade et quelqu'un qui est sous oxygène, et voilà qu'il n'y a pas d'électricité. Et voilà, et c'est vraiment triste. C'est triste, mais on peut déjà féliciter donc la célérité avec laquelle le pouvoir de Talon a pris au sérieux cette affaire-là. D'abord, il faut calmer l'opinion, c'est ce qui a été fait, et donc il faut situer les responsabilités, même si les enquêtes ne sont pas achevées, n'ont pas totalement abouti. Il y a quand même le premier responsable de cette situation-là, qui sont
la société qui gère donc le générateur d'oxygène et puis les agents du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou qui gère le côté électricité donc de ce bâtiment-là. Bon, ils sont arrêtés. On ne dirait pas, on n'a pas tous les éléments qui situent leurs responsabilités, mais c'est déjà un pas pour dire, bon, il y a eu une panne d'électricité, il faut qu'on sache ce qui s'est passé réellement. Bon, c'est bien pour une fois, ou pour une des rares fois, il faut que certaines personnes répondent de certains actes. On voit que dans plusieurs cas, on dit qu'on annonce des enquêtes. Et après, c'est vraiment pas ça. Il n'y a pas de grande chute. Là, c'est une panne technique. On voit que tous ceux qui ont été finalement incarcérés et qui seront jugés, c'est des techniciens. Après, il y a le directeur de ce CHU là aussi, CNHU aussi, qui a été écouté pour le moment. Il n'y a rien de retenu contre lui, mais je pense aussi que dans certains États, il doit être quelque part un peu responsable de ce qui n'a pas marché. Je ne dirais pas pénalement responsable, mais sur le plan organisationnel. Donc on suppose que c'est lui qui a affecté des agents qui gèrent l'électricité. Symboliquement, je pense qu'une démission de l'une de ces autorités-là, son poste aussi pourrait être une alerte pour tous ceux qui dirigent des structures qui se disent, mais si je ne suis pas mes agents, le jour où il y a problème, ce n'est pas les agents qui seront arrêtés. Mais même si je ne suis pas arrêté, je peux perdre mon poste. Donc, je pense que peut-être il faut aller un peu plus loin. Je ne parlerai pas du ministre de la Santé, mais au moins le directeur de ce centre-là, même si pénalement il n'est pas responsable, je crois qu'il faut mettre de la pression sur ces dirigeants-là pour qu'eux aussi mettent de la pression sur leurs collaborateurs. Parce que 4 vies comme ça qui meurent, excusez-moi le terme, bêtement, parce que quelque part il y a eu un problème d'électricité, que l'oxygène qui devait alimenter leur respiration n'a pas pu fonctionner, c'est assez triste, mais chapeau donc aux autorités béninoises qui rapidement quand même si les enquêtes ne sont pas totalement bouclées, ont quand même lancé un signal assez fort dans le sens de l'impunité de ce genre d'actes dans nos pays. Alors, 4 personnes incarcérées, je vois comme talaquées pour homicide involontaire. Selon vous, quel est le message qu'on envoie à ces personnes, ou bien à tout le Bénin? Le message est clair parce que depuis l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, il considère que aucune erreur humaine ne doit concourir à la perte des humains. Et pour ma propre analyse, je crois que c'est très important ici de rappeler que un pays ne peut jamais se développer sans 2 piliers majeurs. Je parle de l'éducation et de la santé. Parce que si vous n'êtes pas éduqué et que vous n'êtes pas en forme, vous devenez une menace pour votre propre pays. Alors, au même moment, est-ce que ceux qui sont en charge donc de coordonner les cellules de santé dans un pays ont-ils ce droit de pouvoir faire ne serait-ce qu'un minimum de négligence? Est-ce qu'ils ont ce droit-là? Je pense que c'est déplorable parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, c'est des cris de détresse qui sont en train de se détonner au niveau des familles qui ont atteint ce degré de mort. Et il faut aller au-delà pour dire, comme l'a dit le grand frère Germain, le président ou le directeur même de l'hôpital de référence au Bénin, le CNHU, devrait en temps normal, par devoir de moralité, dire « tenez, je rends ma démission ». Ceci va non seulement calmer les parents des victimes,
mais aussi cela amènera une certaine crédibilité à l'endroit même de toute l'institution et même de la hiérarchie qui aujourd'hui incarne une grande autorité. Donc vous comprendrez que en Afrique, généralement, on a tendance à négliger ces genres de trucs. Mais là où je voudrais aussi en venir, c'est que l'erreur ici est intolérable. Mais c'est arrivé, c'est déjà arrivé. Et que en réalité, toutes ces sanctions, tous les jugements portés à l'encontre des auteurs est légitime. Mais au même moment, est-ce que cela s'est une fois produit dans le temps, au cours des années passées, au cours de 10 ans, au cours de 5 ans, est-ce que c'est un fait récidiviste? Est-ce que cela se produisait d'une manière répétée? Ou bien c'est un incident qui est intervenu d'une manière ou d'une autre? Alors c'est là-bas aussi qu'on va ici demander la clémence de la justice par rapport à ces personnes qui sont incarcérées pour peut-être leur faire cette clémence-là, parce que je connais très bien ce pays-là, je sais que des mesures très idoines sont en train d'être prises pour donc résoudre ce problème, pour que plus jamais, au cours des siècles à venir, plus jamais cet incident ne puisse jamais se produire, pour qu'on puisse parler de jusqu'à 4 morts. Alors, on vous retrouve comment, Birafam? Vous êtes politique. Quand ces genres de choses se produisent et que derrière on prend de telles décisions, quel message vous envoyez? C'est vrai que c'est la justice qui a fait son travail, mais derrière on trouve aussi le politique. Bon, je crois que c'est un événement malheureux, un incident malheureux qui a entraîné la mort. Bon, si on estime que quelque part il y a des gens qui ont été défaillants, il faut quand même qu'ils paient pour leur défaillance. En réalité, je crois que l'hôpital doit avoir un système d'alimentation autonome qui devait automatiquement prendre le relais dès qu'il y a eu la coupure de courant de façon générale. Mais ça veut dire que ça a été défaillant. Bon, ceux qui gèrent ça doivent quand même pouvoir répondre pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça, c'est là-bas que je vois aussi la responsabilité du directeur. Même si ça n'a pas à lui de gérer quotidiennement le problème de l'institution, quand vous opérez des gens, vous les amenez en réanimation, il faut quand même s'assurer que, sur la chaîne de commandement, il faut quand même s'assurer que tous les dispositifs sont en place. Mais ce qui arrive au Bénin, bon, c'est parce que les médias l'ont relayé, sinon beaucoup de nos députés en Afrique sont des mouroirs. Et ça aussi, c'est la faute du politique. C'est la faute du politique qui ne met pas les conditions qu'il faut. Et c'est dû aussi que, bizarrement, beaucoup ne se soignent pas chez nous au pays. Donc, il y a un peu de la négligence aussi, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il y a un peu de la négligence en matière de santé chez nous en Afrique. Bon, je crois que l'incident du Bénin va attirer encore l'attention des gens sur le rôle que nos gouvernants doivent faire pour que nos centres de santé présentent moins de risques. Au-delà de ça, peut-être qu'un jour vous ferez un autre débat, mais il faudrait un jour voir. Ça, c'est côté technicien, hein. Mais aussi en Afrique, oui, d'autre côté en Afrique, tous les jours, les gens pour l'argent, ils opèrent des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas payer, qui meurent, ils prennent l'argent. Il faudra que vous en débattez parce qu'il faut il faut insister sur la responsabilité des médecins aussi, qui prennent l'argent, qui opèrent les gens qui savent qu'ils ne peuvent pas opérer. Allez, on va marquer la pause. Je sais que Germain Poli veut ajouter encore d'autres choses. La petite pause, la dernière, et on revient pour la suite et la fin.